Bonjour Ege. Bonjour madame. Combien de personnes est-ce que nous attendons? Nous sommes 15 personnes. Avec moi et Aïda, nous sommes 17 au total. D'accord. Donc, je vous laisse gérer le temps et la parole, les questions. Oui? Ou bien c'est Aïda peut-être? Madame, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Est-ce que c'est vous qui gérez la session? Est-ce que vous allez me donner la parole, me présenter, me donner la parole et après faire la modérateur? Oui, madame, on va vous présenter et après, on va vous donner la parole, bien sûr. D'accord. Donc, Euh, vous pouvez on aussi va- écrire, Gulbin n'est pas là, donc est-ce que vous pouvez écrire à votre groupe WhatsApp aussi pour les autres membres de se connecter? Oui, Ege avait déjà écrit, mais Oui, j'ai déjà écrit madame. il peut écrire encore une fois. Ok. Très bien. Alors, il est 17h01. Moi, je vous laisse gérer. D'accord, madame. On peut regarder est-ce que tout le monde est là ou pas. Je regarde un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui madame. Je pense que tout le monde est là. Donc, chers délégués, chers participants, aujourd'hui, on est avec Madame Denise Günce Demirhisar. Madame Günce, elle a fait ses études sur la philosophie politique et la sociologie en France, à Paris, après avoir été diplômée du lycée Saint-Pouchéry en 2003. Et elle a fait sa thèse de doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales. Aujourd'hui, elle a accepté notre invitation et elle va parler sur notre thématique comment remédier les inégalités scolaires aggravées par la COVID-19. Madame Günce, vous avez la parole. Merci beaucoup, chère présidente. Ça me fait plaisir d'être votre invitée. Et en plus, ça me fait très plaisir d'être aussi votre conseillère pour cette conférence et pour l'année scolaire. Je sais que vous avez déjà beaucoup travaillé sur ce thème et j'ai lu votre rapport qui est vraiment d'une grande qualité, qui est, je pourrais dire, d'un niveau universitaire, presque, comme tous les rapports. Et je souhaite apporter quand même un éclairage sociologique qui est un petit peu différent de ce que vous avez souligné dans votre rapport. Et je pense que ça pourrait vous aider dans vos débats. Alors, on continue. Je vais essayer d'aller de l'avant. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Attendez-moi une seconde. J'ai fait une petite bêtise de partage d'écran. Je reviens au début. Voilà. Maintenant, vous voyez défiler les slides? Oui? Non madame. Non? Ne partagez pas votre écran. D'accord. Bon, c'est la journée Zoom, alors en fin de journée, c'est toujours un peu compliqué. Et donc là, vous voyez, n'est-ce pas? Ah oui, ça y est madame. On voit. Voilà, notre premier slide. Alors là, je vous ai mis dans ce slide la couverture d'un livre qui est vraiment très important pour votre sujet et que vous lirez certainement quand vous serez à l'université, ou peut-être même avant. C'est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes par Jean-Jacques Rousseau, qui est aussi un des précurseurs philosophes de la Révolution française.
pourquoi ce discours est-il si important pour comprendre les inégalités? Ou bien pourquoi est-ce si important de parler des inégalités en réfléchissant à l'histoire de ce concept? En effet, tous les concepts ont une histoire et le concept d'inégalité est aussi historiquement situé. Ça veut dire que à un moment donné, avec la révolution industrielle, avec la naissance des idées sur l'égalité, on a commencé à être critique des inégalités sociales. Or, avant, comme vous savez, quand les classes sociales étaient très figées, quand il y avait une noblesse, une classe paysanne, des ouvriers qui étaient toujours très figés et qui n'étaient pas très mobiles en fait. À cette époque-là, les inégalités étaient héréditaires presque, les inégalités sociales. Vous étiez enfant d'ouvrier et vous n'aviez aucune chance de devenir autre chose. Les nobles étaient de naissance noble et n'avaient aucune chance de devenir autre chose. Donc la société était plutôt stable et fixe. Or, aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés beaucoup plus fluides où il y a de la mobilité sociale. Ça veut dire qu'on peut changer de position sociale et on peut bien sûr passer d'une classe sociale à l'autre. En tout cas, l'idée d'égalité est apparue à un moment historique précis. Donc, ce discours a été rédigé par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, suite à un concours organisé par l'Académie de Dijon. Et la question de dissertation, c'était quelle est la source de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle. Donc, question hautement intéressante. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rousseau dans ce discours? Au début, je crois que c'est dans la préface dont j'ai tiré cette citation, il dit qu'il conçoit deux sortes d'inégalités. Donc, il y en a une qui est plutôt naturelle ou physique. Comme vous savez, nous sommes tous différents les uns des autres. On est né homme ou femme, on est plutôt gros ou plutôt menu, ou bien on vient de générations différentes. Et donc, tout ce qui est, disons, parmi nos caractéristiques physiques ou naturelles, on ne peut pas vraiment les changer. Donc, c'est tout ce qu'on hérite, en fait, par nos gènes, scientifiquement. Et c'est notre corps, notre esprit, nos talents, certaines prédispositions, par exemple, le fait d'être plutôt doué en musique ou en mathématiques, ou bien plutôt doué en langue. On peut en parler en termes d'inégalité naturelle ou physique. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas ce type d'inégalité qu'on pourrait plutôt qualifier de différence, mais c'est ce que Rousseau appelle l'inégalité morale ou politique. Parce que cette inégalité-là dépend d'une convention, c'est-à-dire d'un contrat social. Ce type d'inégalités sont établies ou bien autorisées par le consentement des hommes. Consentir à quelque chose, c'est être d'accord avec quelque chose. Donc, tous les membres de la société, tous les citoyens sont d'accord qu'il y a une hiérarchie sociale, que les gens les plus diplômés ont des boulots qui sont mieux payés, par exemple, ou bien ils sont plus appréciés dans la société, ou ils sont plus médiatiques, beaucoup plus puissants, ou bien nous sommes tous d'accord, plus ou moins, que les ouvriers gagnent moins que les cadres ou les directeurs d'entreprise. Donc voilà, ça c'est notre conception des inégalités qui les rendent en fait normales. Et quelles sont les conséquences? C'est un petit peu compliqué. Il y a des privilèges pour certaines positions sociales, mais ces privilèges-là font que les autres personnes qui ont des positions sociales inférieures ne bénéficient pas des mêmes droits et du même luxe ou bien des mêmes chances que les autres. Et là aussi, vous voyez, c'est comme dans l'époque prémoderne, certaines personnes naissent dans des familles aisées, dans des milieux sociaux plutôt privilégiés, et puis d'autres naissent dans la pauvreté et meurent dans la pauvreté. Et donc ici, nous, dans cette modélisation et plus largement dans les Nations Unies, on s'attaque plutôt à ce genre d'inégalité morale ou politique. Et on essaie de changer la situation
pour permettre à chacun de s'épanouir et d'être égal, puisque c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui dit que tous les hommes naissent égaux en droit. On est différents, mais à la naissance, on a tous les mêmes droits. Voilà, ça c'est le principe de nos sociétés contemporaines. Et merci à Rousseau d'avoir introduit tout ça. Et là, aujourd'hui, on va parler, mais très brièvement, de concepts qui sont importants. Il y a certaines définitions dans votre rapport que vous pourrez revoir. Et je voudrais surtout vous parler aussi des indicateurs et des indices. Parce que quand on parle d'égalité ou d'inégalité, il s'agit aussi de mesures statistiques, de mesures mathématiques. Comment est-ce qu'on parle d'inégalité dans les sciences sociales? Là, il faut faire des statistiques et puis on a des indices très différents qui mesurent des choses différentes. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Le produit intérieur brut, c'est toute la richesse créée dans un pays. L'indice de pauvreté multidimensionnel, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plus de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là, on mesure la pauvreté de façon multidimensionnelle, c'est-à-dire on y inclut aussi le niveau d'éducation, le niveau de bien-être, le niveau d'accès aux soins de santé, par exemple, et l'indice de développement humain également. C'est un indice de développement, pas de pauvreté, mais ça prend aussi en compte plusieurs facteurs sur la vie quotidienne, la vie réelle des gens. Et puis, il y a le coefficient Gini dont je vais vous parler. Voilà, ces indicateurs-là, quand vous allez faire des recherches sur les inégalités, vous allez tous rencontrer ce type d'indices et il faut faire attention à chaque fois à comprendre en fait, ce qu'on mesure par ça. Le produit intérieur brut, ça mesure que la richesse, c'est-à-dire c'est une valeur monétaire créée sur toute l'année à l'intérieur des frontières d'un pays. L'indice de pauvreté multidimensionnelle, vous voyez dans le cercle à gauche, ça mesure le niveau de vie, par exemple, accès à de l'eau potable, accès à des toilettes, à l'électricité, à des biens matériels. Donc, vous voyez c'est quand même très, très élémentaire. Hein. Et en termes d'éducation, c'est la scolarisation des enfants ou les années de scolarité qui comptent. Et quant à l'indice de développement humain, qui me semble quand même le plus développé parmi ces indicateurs, c'est un indicateur multicritère qui a été créé par l'ONU. Et ça s'appuie à la fois sur la richesse, donc sur le PIB par habitant, sur l'éducation et sur la démographie, et notamment sur l'espérance de vie à la naissance. Ça veut dire on va avoir des projections mathématiques sur le nombre d'années qu'il vous reste à vivre à votre naissance. Dans les pays très développés, par exemple au Japon ou dans les pays scandinaves, un enfant qui naît aujourd'hui peut espérer vivre 80, 90 ans, alors que dans des pays plus pauvres, on meurt beaucoup plus jeune. Voilà, là, vous voyez qu'il y a quand même un écart entre le nord et le sud du monde et qu'il y a de grandes inégalités quand on mesure avec l'indice de développement humain. Donc là, tous les pays en vert, ce sont des pays plutôt développés où vous avez un indice de développement humain très élevé. Et vous voyez tous les pays de l'Afrique qui sont quand même dans une situation déplorable. Alors, l'inégalité mondiale avant d'aller dans le vif du sujet. Là, je vous montre un graphique de François Bourguignon qui montre l'évolution depuis 1820 de l'inégalité mondiale de revenus. Les revenus, c'est ce qu'on gagne, donc c'est aussi une valeur monétaire, et c'est calculé à partir du coefficient de Gini, exprimé en pourcentage. Et on mesure aussi l'écart relatif entre le revenu moyen des 10% les plus riches et le revenu moyen des 10% les moins riches. Donc là, quand on essaie de lire ce graphique-là, on va voir déjà en bas, vous avez sur les coordonnées les années de 1920 jusqu'à 2010. Donc, et là, vous avez le pourcentage de Gini. En gros, ce qu'on va comprendre, le coefficient de Gini, c'est la ligne rouge. Et à partir de 1920, on voit qu'il y a une augmentation jusqu'aux années 1990. Et ensuite, il y a une baisse des inégalités. Et l'écart relatif entre les plus riches
et les plus pauvres. Donc les 10%, on les appelle aussi en sociologie des déciles. Donc vous prenez les 10% les plus riches de la population et vous faites la moyenne de leurs revenus et les 10% les plus pauvres. Et là, cette ligne, en fait, vous montre l'écart entre les deux. Donc, est-ce que ça grandit? Donc, si l'écart grandit, ça veut dire que l'inégalité grandit, ça s'aggrave. Mais si l'écart se réduit, ça veut dire que l'inégalité est moins importante. Donc, on voit aussi qu'avec le développement des sciences, des techniques, de l'industrie, les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, curieusement, augmentent. Mais à partir des années 90, on observe une baisse relative. Donc tout ça, vous pourrez en discuter entre vous. Moi, j'avance sur le coefficient de Gini. Donc, pour regarder ce type de graphique, vous pourrez toujours vous inspirer de cette mesure. Donc, ce coefficient varie entre 0 et 1. Donc, 0, ça veut dire égalité parfaite, mais ça, c'est hypothétique en fait. Il n'y a pas d'égalité parfaite, il n'y en a jamais. Et quand on a atteint le nombre 1, c'est l'inégalité extrême. Donc, voilà, je passe rapidement ça. Et là, les inégalités de revenus. Donc là, on est toujours sur le revenu, sur le PIB, donc de la part dans le revenu national. Selon les régions, là, vous avez l'Europe, la Chine, la Russie. Donc, qu'est-ce qui nous montre ce graphique? La part de revenus des 10% les plus aisés dans le monde. Donc là, vous voyez, en Europe, par exemple, les 10% les plus riches possèdent 37% des richesses de leur pays. Alors qu'au Moyen-Orient, les 10% les plus riches, donc une petite partie de la population, possèdent 61% des richesses de tout le pays. Vous voyez que ça dépend des régions. Et là, vous avez un graphique évolutif, donc entre les années 80 et 2015. C'est encore la part de revenus des 10% les plus aisés dans le monde. Et on voit que les inégalités augmentent partout, mais à des rythmes différents. Là, par exemple, c'est en Inde que les inégalités sont en augmentation explosive. Bon, aux États-Unis aussi un petit peu. En Russie, ça s'atténue. En Chine aussi. En Europe, il y a une légère montée, mais moins qu'en Inde, par exemple. Donc, il faut toujours garder en tête ces différences régionales. Et pourquoi nous sommes là au Conseil économique et social, justement pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, vous verrez, si vous regardez de plus près, tous les objectifs de développement durable sont en fait axés sur la réduction des inégalités. Premier objectif, pas de pauvreté, réduction des inégalités. Deuxième objectif, fin zéro, réduction des inégalités. Troisième objectif, bonne santé et bien-être. Quatrième, éducation de qualité. Cinquième, égalité entre les sexes. Voilà un autre type d'inégalité. Ensuite, accès à l'eau. Vous voyez, donc vous pouvez ensuite en parler avec vos vice-présidents qui ont tous ces documents-là. Et l'ONU et le Conseil économique et social en particulier essaient de trouver des solutions pour réduire les inégalités dans le monde, surtout les inégalités entre les différents pays. Et ça, ça se réalise plutôt par des coopérations internationales ou bien par des programmes comme le Programme alimentaire mondial, par l'UNICEF, par différentes agences de l'ONU qui fournissent de l'aide à des pays plus pauvres. Voilà, le multilatéralisme. Et là, on arrive plutôt à une liste de concepts que j'aimerais vous exposer, mais on ne va pas en parler très en détail, mais une classe sociale, vous savez ce que c'est, vous avez lu ça dans votre rapport. Donc, le capital économique, c'est l'ensemble des biens réels et financiers possédés par un individu ou un groupe d'individus. Vous le connaissez aussi. Alors, ce qui est intéressant parmi ces concepts et qu'il faudra retenir, à mon avis, c'est le concept de reproduction sociale. Donc, vous savez que la reproduction, c'est le fait de se reproduire, de se multiplier et d'être, de se pérenniser dans le temps, de continuer dans le temps, se reproduire. Et c'est utilisé aussi en biologie. Donc, les animaux qui se reproduisent, ça veut dire les animaux qui se multiplient. Donc, il y a la reproduction asexuée, la reproduction sexuée. Donc, vous voyez la métaphore. Là, quand on parle de reproduction sociale, ça veut dire qu'il y a certaines choses dans la société, certains mécanismes qui se répètent.
à travers le temps. Et on ne peut pas les changer parce que c'est la structure de la société. Donc, c'est l'idée que les inégalités se perpétuent, continuent et constituent la structure sociale. Et on peut mesurer, disons, cette situation par des tables de mobilité. Si vous voulez, je peux vous expliquer ce que c'est. Une mobilité sociale, ça veut dire changer de classe sociale, changer de position sociale. Moi, si mes parents sont ouvriers, est-ce que j'ai la chance de devenir un jour professeur? Donc, ça, c'est la mobilité sociale. Et l'habitus aussi, c'est intéressant, c'est un terme utilisé par Pierre Bourdieu, un sociologue très important qui a travaillé sur les inégalités scolaires. Donc, ce sont l'ensemble des dispositions durablement acquises. C'est quoi les dispositions? Ce sont vos qualités, vos habitudes, tout ce qui fait que vous êtes vous-même, en fait, toutes vos caractéristiques individuelles apprises à la maison, dans votre famille, dans votre milieu social, qui font que vous réussissez plus ou moins bien à l'école, dans la vie. Et ce sont vos marqueurs sociaux. Donc, votre habitus, je peux le voir à la façon dont vous parlez, à votre accent. Donc, je peux reconnaître la région dont vous venez. Et à travers vos mots, je peux savoir quel est votre milieu social, si vous utilisez de l'argot ou pas, si vous avez un accent ou pas, si vous connaissez des langues étrangères, si vous avez été scolarisé dans des écoles privées ou pas. Quand vous marchez dans la rue, si vous êtes courbé ou si vous vous tenez très droit et très fier, je peux aussi en faire des déductions sur votre habitus de classe. Et si vous aimez la musique classique, je peux deviner que vous avez été élevé dans une famille occidentalisée, par exemple. Donc tout ça, c'est votre habitus. Et on va voir comment l'école, qui est censée réduire les inégalités, est en fait un mécanisme de reproduction sociale. Donc c'est ça l'idée de Bourdieu. Et les inégalités scolaires, c'est au cœur de notre exposé aujourd'hui. Et les inégalités scolaires, comme le dit votre rapport, sont toujours en rapport avec des inégalités de revenus, donc économiques, argent, voilà, ou de patrimoine. Le patrimoine, c'est ce que vous possédez, c'est votre héritage en fait. C'est la maison de vos grands-parents ou c'est le compte en banque de vos parents. Donc c'est le patrimoine, c'est ce que vous possédez. Servet. Et revenu, c'est gelir. Et les inégalités scolaires, bien sûr, culturelles, donc ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, quelles sont les cultures auxquelles vous êtes ouvert, les langues que vous connaissez, vos goûts, les arts que vous aimez, la culture populaire. Donc tout ça, c'est aussi en lien avec les inégalités générationnelles. Donc vos parents, vos grands-parents et vous-même, vous n'avez pas eu les mêmes chances, vous n'avez pas eu les mêmes occasions. Et ensuite, il y a les inégalités genrées entre les hommes et les femmes. On n'a pas toujours les mêmes chances non plus. Et les inégalités politiques. Donc, parfois, il y a des minorités qui n'ont pas les mêmes droits que les autres. Et ça crée des inégalités politiques dans la cité. Et voilà Bourdieu, notre sociologue spécialiste de l'éducation. Voilà ce qu'il dit. La cécité, donc l'aveuglement, le fait d'être aveugle, ne pas voir les inégalités. La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités, particulièrement en matière de réussite scolaire, comme inégalité naturelle, inégalité de don. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous négligez les inégalités sociales, donc les origines et les fondements sociaux des inégalités, vous allez dire, ah voilà, mon camarade, il n'a pas très bien réussi parce qu'il est nul en maths, parce qu'il a un coefficient intellectuel pas très élevé. Ou bien, oui, ma copine, elle est nulle en littérature, elle parle elle parle pas bien le français, elle parle pas bien le turc, mais en fait, pourquoi elle ne parle pas bien cette langue? Ou bien pourquoi votre copain n'arrive pas à comprendre les maths? Bourdieu propose d'aller étudier l'habitus de classe, donc voir un peu quelle est l'origine de ces inégalités-là. Et il nous invite à ne pas naturaliser les inégalités scolaires. Donc, si vous réussissez bien, c'est parce que vous êtes d'un certain milieu social. Si vous réussissez bien, c'est parce que vos parents, vos professeurs vous ont appris des choses. Mais surtout, si vous réussissez bien, c'est que l'école valorise les habitus sociaux qui sont ceux des classes privilégiées. C'est-à-dire quand on entre à l'école, quand on va à l'école maternelle, on n'est pas à pied d'égalité. Les enfants d'ouvriers, les enfants de professions supérieures viennent à l'école, mais ce que font les enfants d'ouvriers à l'école ne sont pas valorisés à l'école. Ce n'est pas considéré comme
scolaires, ce n'est pas considéré comme des activités intéressantes. Or, les enfants qui viennent de familles plus aisées, plus cultivées, ils ont déjà lu des livres, ils ont déjà été initiés à la musique, au sport, et tout ce qu'ils font déjà à la maison, c'est déjà considéré comme une réussite scolaire. Donc, l'école, au lieu d'effacer les inégalités parfois, eh bien, elle les aggrave. Et ça, c'est l'idée de Bourdieu qui est très intéressante et qui suscite beaucoup de discussions. Donc, vous, quand vous allez parler des inégalités scolaires en temps de Covid, réfléchissez aussi à ça. Dans quelle mesure, pendant la pandémie, les écoles, l'éducation à distance ont creusé les inégalités, non pas simplement à cause du manque de moyens techniques, technologiques, Internet, etc. Ça, c'était le point que vous aviez bien souligné. Mais pourquoi, en fait, quand on est à la maison, quand on est avec sa famille, ces inégalités se creusent? C'est parce que les familles viennent de classes sociales différentes. Donc, ça vous permet d'y réfléchir. Donc, si vous voulez lire Bourdieu, je vous dis déjà bravo si je puis vous en donner envie. Alors, commencez par les ouvrages en français, c'est très compliqué, mais vous pouvez commencer par les traductions en turc. Donc, il y a Les Héritiers sur les étudiants, mais les étudiants d'université et la culture, qui a été traduit comme Barislaj, et La reproduction. Donc, élément pour une théorie du système d'enseignement, c'est toujours sur l'école, et ça a été traduit par Yeniden Üretim. C'est pas très joli, mais ça donne une idée, la reproduction sociale. Voilà, ce sont des lectures pour l'été 2021. Et là, une petite citation, selon Bourdieu et Passeron, en ne donnant pas explicitement ce qu'il exige, le système d'enseignement exige uniformément de tous ceux qui l'accueillent qu'ils aient ce qu'ils ne donnent pas, c'est-à-dire le rapport au langage et à la culture que produit un mode d'inculcation particulier, et celui-là seulement. En témoigne l'idéal de l'élève brillant dont on vante le naturel, ou, à l'inverse, ce reproche paradoxal fait à un élève jugé moyen d'être trop scolaire, comme si, justement, on n'était pas à l'école. Donc, en fait, on est là, ils disent, voilà, on dit que les élèves brillants sont naturellement brillants, qu'ils sont doués, qu'ils sont talentueux, donc ils font ça sans effort. Ils ont les meilleures notes sans faire le moindre effort. Donc, on essaie, et là, on naturalise en fait des inégalités sociales. Et là, on critique des élèves trop scolaires, c'est-à-dire des élèves trop studieux qui essaient d'en faire beaucoup pour réussir, parce qu'ils n'ont pas les bases qui viennent de leur classe sociale, par exemple. Donc là, vous voyez, la sociologie vous aide à casser les prénotions, à dénaturaliser les phénomènes, les faits que vous observez, et votre propre vie aussi, et à comprendre que tout est social. Donc, dénaturaliser et à sociologiser, ce qu'on appelle aussi objectiver notre vie quotidienne. Ça, c'est la mission de la sociologie. Voilà, et puis il y a aussi bien sûr des romanciers, des romancières qui s'inspirent de la sociologie. Donc c'est très bien parce que vous savez que vous qui avez lu peut-être Hugo, Balzac, Flaubert, donc tous les grands romans français, vous savez que avant la sociologie, il y avait les romans pour décrire et analyser la société. Et donc Annie Ernaux, qui est une romancière contemporaine qui s'est très fortement inspirée de Bourdieu, nous dit qu'à la lecture de ses livres, Les héritiers et la reproduction sociale, et plus tard la distinction qui porte plutôt sur l'art et le goût culturel, elle a dit qu'elle a ressenti un choc ontologique. Ontologique, ça veut dire ce qui a trait à votre être profond, donc plus que votre existence en fait, vous en tant que personne, en tant qu'être vivant et en tant qu'être humain. Et elle dit, j'emploie à dessein, donc j'emploie délibérément ce terme ontologique, l'être qu'on croyait être n'est plus le même. La vision qu'on avait de soi et des autres dans la société se déchire, notre place, nos goûts, rien n'est plus naturel, allant de soi dans le fonctionnement des choses apparemment les plus ordinaires de la vie. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir réfléchir un petit peu à tous ces mécanismes sociaux et que vous allez dénaturaliser en fait ce que vous observez dans la vie. Donc là, il y a un très joli petit schéma de l'espace social selon Bourdieu. En fait, lui, pour nous aider à comprendre, il fait ce schéma et il va mesurer
en termes de capital culturel et capital économique, la position des gens. Donc, en fait, vous pouvez essayer de vous placer sur ce schéma-là. Moi, par exemple, je peux réfléchir, est-ce que j'ai beaucoup de capital culturel? Là, vous voyez la flèche en bas, il va capital culturel plus, capital économique moins. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont plutôt plus de capital culturel, donc plus de connaissances, plus de culture et moins d'argent qui vont dans cette catégorie-là. Donc là, je vais voir, il y a les professeurs, les artistes, les professeurs du secondaire. Donc on peut dire que en bas à droite, dans l'espace social, ce sont plutôt voilà, le milieu de l'enseignement, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de culture, mais pas beaucoup d'argent. Alors qu'à l'opposé, vous voyez, il y a des goûts aussi qui correspondent. Donc, il y a des gens qui aiment le vin rouge, et puis, ou bien des ouvriers qualifiés, des ouvriers spécialisés qui jouent à la belote. La belote, c'est un petit jeu populaire. Donc, vous voyez, les goûts, le capital culturel, disons, les revenus qu'on a, tout ça, en fait, ça crée des habitudes et ça crée des positions sociales. Donc, on peut très bien deviner qui se situe où dans la hiérarchie sociale. Et on appelle ça aussi la stratification sociale. Mais ce qui est intéressant avec Bourdieu, c'est qu'il ne fait pas une pyramide. Donc avant Bourdieu, on faisait des pyramides. En fait, on disait, voilà, on est au sommet de la pyramide, les plus puissants, les plus riches, et en bas de la pyramide, les ouvriers, les plus pauvres, tout ça. Donc là, il fait disons, une autre sorte de schématisation où on peut mettre tout le monde selon les facteurs culturels et économiques à la fois. Et là, il a introduit aussi la notion de domination. Donc, vous voyez en orange les classes supérieures qui sont plutôt dominantes culturellement ou économiquement, et les classes populaires qui sont plutôt dominées en bleu à gauche. Donc, voilà un petit tableau pour les inégalités. Et moi, depuis que j'ai vu ce tableau et depuis que j'ai lu Bourdieu, je vois Bourdieu partout et je vous en souhaite tout autant. Et ne pleurez pas, hein. On peut changer la société. Voilà, c'est tout. Donc, Merci beaucoup, Madame Gunja, pour cette beau discours. Je pense que on peut, s'il y en a, on peut poser des questions. Et s'il y a des questions entre les délégués. Peut-être que Aïda et Ege, vous pouvez poser des questions par rapport à votre rapport, puisque vous Oui. connaissez le sujet mieux que tout le monde. Je peux poser une question à vous. Vous avez dit que, si je n'ai pas compris, mal, vous avez dit que la ressource principale euh, euh, des inégalités dans la société, c'est la différence, l'écart des revenus entre les pays. Mais je pense aussi que la géographie joue un rôle très important aussi dans les inégalités. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Oui, oui, bien sûr, vous avez raison en fait, mais les revenus, ça dépend de la géographie aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, quand vous faites par exemple vos cours de géographie, vous apprenez les richesses naturelles d'un pays, s'il y a des ports, s'il y a des routes, s'il y a un désert ou des montagnes ou des champs agricoles très fertiles. Donc à chaque fois, la géographie détermine en fait la richesse d'un pays, parfois sa culture même. Donc vous n'avez pas les mêmes cultures, disons, dans les pays sud-américains que dans les pays d'Asie centrale. C'est très différent parce que c'est des modes de vie qui nécessitent d'autres types d'habitat. Donc, l'espace urbain est différent, les transports sont différents, les mines, les ressources naturelles, tout ça, c'est différent. Donc, oui, la géographie est importante et regardez même à l'intérieur des pays, il y a des régions plus ou moins pauvres et plus ou moins développées et
on est quand même dépendant de notre environnement naturel. Donc, je pense que c'est tout à fait logique aussi. Donc, les revenus qu'on a en exploitant des ressources naturelles, ce sont les revenus principaux des pays, surtout des pays rentiers. Mais aujourd'hui, justement, le problème avec le développement durable, c'est qu'il ne faut pas considérer que la nature est une ressource. Donc, la géographie, à notre époque, devrait avoir disons, moins d'impact, puisqu'on est dans la société d'information et de communication. C'est après la révolution numérique, en fait. Donc maintenant, c'est la puissance, c'est pas tellement la géographie, mais c'est la connaissance. Merci beaucoup pour votre réponse, madame. Madame, en fait, j'ai une question aussi. Est-ce que vous pouvez parler d'un peu comment la pandémie a effectué les inégalités sociales entre les gens dans la société? Bon, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est évident que disons, toutes les formes d'inégalité ont été aggravées. Déjà, on avait fait la liste des inégalités sociales. Bon, les gens qui pouvaient travailler à distance et les gens qui ne pouvaient pas travailler à distance ont été exposés plus ou moins différemment au virus. Donc, ils ont vraiment risqué leur vie. Puis d'autres gens qui ne pouvaient pas travailler du tout ont perdu leur emploi, ont fermé leur boutique, leur café, leur restaurant. Donc, ils se sont appauvris. Les écoles qui ont pu mettre en place l'éducation à distance ont continué à enseigner. Dans les autres écoles, les enfants étaient à la maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de violences domestiques, plus d'abus sur les enfants, et pour les femmes, plus de travail à la maison, parce qu'il y avait aussi le soin des personnes malades, mais aussi le soin des enfants à la maison. Et en plus, les femmes doivent aussi travailler. Donc, ça creuse les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, un autre type d'inégalité, les inégalités genrées. Et on n'est pas égaux non plus face au système de santé. Donc, si on est pauvre, on ne peut pas aller à l'hôpital privé. S'il n'y a pas de place dans l'hôpital public, c'est très compliqué. Et quand il y a une épidémie, évidemment, pour la vie quotidienne, tout devient difficile pour les classes les plus populaires qui ont des maisons plus exiguës, enfin, plus petites, qui n'ont pas de place, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de balcon et qui doivent se confiner. Tandis que pour les riches, bah, c'est un peu plus en mode vacances. Donc, dans tous les pays, et puis au sein des pays, les inégalités se sont accrues et sont devenues plus évidentes en fait dans la vie sociale, parce que normalement, on ne s'en rendait pas compte quand on pouvait sortir, quand on n'avait pas de problème économique ou sanitaire particulier. On était, euh, on était comme si, voilà, c'est ça, la société, c'est normal qu'il y ait des inégalités. Enfin, moi, je suis né plus intelligent que les autres, alors je peux gagner plus que les autres. Vous voyez, tout le monde avait l'impression que c'était normal, les inégalités. Et là, on voit qu'en période de crise, eh bien, c'est pas normal que tout le monde n'ait pas les mêmes droits. Donc, c'est pour ça qu'on doit questionner en fait notre approche des inégalités sociales, générationnelles, genrées, toutes les formes d'inégalité. D'accord, madame, merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. La délégation de l'Italie a une question, je pense. Vous pouvez poser votre question. Pensez-vous que ce que les Nations Unies font contre les inégalités est suffisant? Désolé. Bah, je pense que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà bien. C'est mieux que rien. C'est-à-dire que les Nations Unies font beaucoup de choses. Enfin, déjà, il y a les agences des Nations Unies qui vont directement travailler sur le terrain. Il y a des programmes. Le Programme alimentaire mondial a reçu le prix Nobel de la paix cette année. Si je ne me trompe pas, c'était en 2020. Donc là, c'est de l'aide vraiment vitale, hein, fournie aux pays les plus pauvres où les enfants ne peuvent pas se nourrir, ou bien des soins de santé fournis dans des pays où il y a encore beaucoup de mortalité infantile. Donc là, c'est super important. Il y a l'UNICEF aussi qui se bat pour l'éducation, notamment des jeunes filles dans les pays en voie de développement.
les Nations Unies, je pense que c'est super important en fait. C'est pour ça qu'on fait cette modélisation. Donc, réfléchissez par exemple au programme COVAX, qui est épaulé par les agences des Nations Unies. Donc, c'est ça qui va nous permettre de vacciner la population mondiale, si ça marche. Donc, je pense que ce n'est jamais suffisant. C'est pour ça que les Nations Unies ont besoin de vous, de vos idées. Et j'espère que vous allez devenir des diplomates et que vous y réfléchissez dès maintenant. Ce n'est pas suffisant, mais il faut toujours se projeter dans l'avenir avec de nouvelles idées. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui. Est-ce que une campagne, une publicité, etc., sera utile pour donner des supports au public pour qu'ils puissent continuer, faire continuer l'éducation pour leurs enfants? Est-ce que ce serait utile s'il existait, par exemple, le gouvernement de Turquie faisait une campagne ou bien une publicité sur la continuation d'éducation pendant l'enseignement à distance? Moi, je suis un petit peu pessimiste là-dessus. Les campagnes d'information, c'est bien, mais il faut avoir aussi les infrastructures. C'est-à-dire que si vous dites aux gens, oui, il faut bien éduquer vos enfants, il faut qu'ils lisent des livres, il faut qu'ils jouent aux jeux, il faut qu'ils aillent au parc, il faut encore que les parents aient le temps de le faire, il faut qu'ils aient les connaissances et la culture pour le faire. Vous imaginez des parents analphabètes qui ne parlent pas, qui n'écrivent pas, enfin qui ne savent pas lire et écrire, ne peuvent pas aider leurs enfants. Donc, même si on fait des campagnes de sensibilisation, il faut créer les conditions réelles de développement de ces enfants-là et de développement de l'enseignement. De toute manière, moi, je ne pense pas qu'il peut y avoir école sans socialisation à l'école, disons en présentiel avec les profs, les élèves, tout ça. Et vous savez que l'école, même, disons, malgré la critique de Bourdieu, oui, certes, l'école creuse les inégalités, mais elle permet aussi de s'affranchir de sa condition. Donc vous, si vous êtes né paysan, ouvrier ou classe moyenne, si vous réussissez bien à l'école, eh bien, vous pouvez aussi changer votre vie, changer la vie des autres. Et c'est important voilà, de faire des études. C'est pour ça que le diplôme, c'est valorisé dans la hiérarchie sociale. Mais la sensibilisation comme ça, sans action véritable, à mon avis, ça ne marche pas très bien. Merci beaucoup, madame. Madame Émilie qui a levé la main, je crois. Oui, madame, vous pouvez poser une question, bien sûr. Merci beaucoup, chère présidente. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup, madame Dunjé. J'ai noté dans votre intervention que dans un des schémas que vous nous montriez, les inégalités entre les classes les plus élevées, les plus défavorisées, diminuaient dans certains pays. Est-ce qu'on peut s'en féliciter? Est-ce que c'est en faveur des classes les plus populaires qui accèdent à un niveau de vie plus satisfaisant? Ou quelle est l'explication pour cela? En fait, je ne sais pas exactement quel pays, enfin, il faudrait regarder, mais je pense que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, c'est vraiment un bel indicateur. C'est-à-dire que si les plus riches sont vraiment très, 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 très riches par rapport aux plus pauvres, là, c'est très grave pour une société. Donc, dans les sociétés démocratiques européennes comme la France, vous savez que les salaires ne sont pas très élevés. Donc, même si vous êtes très haut placé, vous n'allez pas recevoir des salaires exorbitants. Et plus vous allez gagner, plus vous allez payer d'impôts. Donc, ça va redistribuer la richesse en faveur de tout le monde grâce à un système social. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ceux qui gagnent plus donnent plus à la société par les impôts et on redistribue les richesses d'un pays.
à tous les gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est un système important. Mais dans les pays comme Dubaï, par exemple, dans des pays un peu absurdes comme ça, vous allez voir, d'un côté, il y a des esclaves modernes, des gens, des Africains, des ouvriers africains qui vont construire les gratte-ciel, qui vont travailler dans les chantiers, qui n'ont aucun droit social, à qui on confisque même les passeports d'un côté, donc eux qui construisent la ville, et d'un autre côté, vous avez des gens super riches qui viennent, qui ne travaillent pas, qui profitent juste des plages artificielles et des gratte-ciel construits par les esclaves. Vous voyez, là, c'est vraiment, si vous voulez voir des inégalités, allez à Dubaï, par exemple. C'est juste un exemple très criant, en fait. Dans ces pays-là, des Émirats, il y a pas mal de travailleurs africains qui sont vraiment exploités, des travailleurs africains ou des gens qui viennent du Bangladesh, tout ça, qui travaillent dans des conditions vraiment 19e siècle. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une époque où on vit plusieurs époques. On vit le 19e siècle, on vit le 20e, le 21e siècle. Donc, chaque pays a sa propre temporalité. On essaie de se trouver sur un temps commun, sur une même temporalité, alors que les niveaux de développement et les niveaux des droits de l'homme ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Voilà. Ah oui, j'ai une question dans la salle. Oui, très bien. Oui. En fait, c'est la même chose, c'est que l'hérédité sociale décrit la situation de fixe, stable. Donc, on va dire que voilà, ça c'est l'hérédité sociale qui fait que on reste dans la même classe sociale que ses parents. Et la reproduction sociale, c'est le processus, en fait. Le processus que l'hérédité sociale soit toujours effectif, c'est la reproduction sociale. C'est plus processuel, c'est la dynamique, en fait. La reproduction sociale, le fait que toutes les classes sociales engendrent les mêmes classes sociales et que la même domination continue à travers les générations, les mêmes goûts, les mêmes habitus, les mêmes préférences culturelles se perpétuent et qu'il n'y ait pas de mobilité possible entre les classes sociales. C'est la reproduction, c'est le processus, et l'hérédité sociale, c'est le fait que, voilà, je ne sais pas si c'est clair, on peut aussi regarder dans la définition. Du coup, le fait de changer, ne pas vouloir la reproduction sociale, c'est ça qui engendre qu'on va changer l'habitude. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas vraiment... Vous avez entendu Madame Carole? Elle a parlé du changement de l'habitude sociale. Vous pouvez répéter, Madame Carole, comme ça je répète? Le fait, en fait, pour changer l'habitude, il faut vouloir rompre ce processus de reproduction oui. sociale. Donc, pour changer l'habitude, il faut rompre la reproduction sociale, demande Madame Carole. Pour changer, en fait, selon Bourdieu, on ne peut pas changer l'habitude. C'est-à-dire que c'est très difficile, il faut tout apprendre, il faut tout oublier, tout apprendre. Le fait que moi, je me tiens debout et bien droit, on me l'a dit quand j'étais petite, peut-être. Mais si j'étais née dans une autre famille, je me serais assise par terre dans la rue ou j'aurais été beaucoup moins fière, beaucoup plus courbée. C'est inscrit dans la chair, c'est inscrit dans le corps souvent, dans le langage, dans l'accent. Et donc, normalement, l'école, idéalement, devrait nous aider à nous défaire de cette habitude et d'avoir un habitus culturel commun. Mais c'est un défi, ce n'est pas évident. Donc, l'école, au contraire, parfois creuse, valorise les gens qui ont déjà un habitus social, des classes supérieures et défavorise ceux qui ont le plus besoin d'école et de changement d'habitus. Je vous en prie. Voilà. En fait, madame, j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez que les indicateurs pour
compter les inégalités sociales sont suffisants, sont vraiment suffisants, parce que vous avez parlé de pas mal d'indicateurs. Mm. Et il y a des choses vraiment intéressantes. Oui. Est-ce qu'ils sont vraiment suffisants? C'est ma question. Oui, non. En fait, ça dépend si vous pouvez les croiser, c'est-à-dire si vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs ou essayer de trouver des sources où plusieurs indicateurs sont utilisés, c'est bien. Le PIB, à mon avis, c'est pas suffisant parce que la richesse, ça veut, disons, la richesse monétaire, comme ça, l'argent, la richesse moyenne du pays ne nous dit pas grand-chose sur les inégalités parce que c'est là, on prend la moyenne en fait. Ça montre juste le niveau de vie d'un pays par rapport à l'autre, mais ça néglige les inégalités au sein du pays. Moi, je trouve que l'indice de développement humain, c'est intéressant, parce qu'il y a l'éducation, il y a la santé, il y a plus de détails, c'est plus difficile. Et le coefficient de Gini aussi, c'est bien, parce que ça permet de voir vraiment les inégalités. Donc, à mon avis, si vous vous intéressez à un pays en particulier ou à une région, il faut regarder avec plusieurs indices. Donc, il faut toujours croiser les sources et regarder plusieurs rapports, plusieurs recherches avec plusieurs indices. Mais je trouve que l'idéal, c'est bien. Et ce qui est nouveau, je crois, maintenant, on mesure même le bonheur et le bien-être. Je ne me souviens plus de ce pays asiatique, mais il paraît que le gouvernement avait commencé à mesurer le bonheur de ses citoyens. Et ça pourrait aussi être, disons, un critère de plus pour mesurer le développement. Pas seulement l'argent, l'éducation, la santé, mais le bonheur, la perception subjective de notre propre vie. D'accord, madame, merci beaucoup pour votre question. Je vous en prie. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de la journée. Donc, si tout le monde est fatigué, moi, je vais vous laisser lire Bourdieu ou regarder des mèmes de Bourdieu sur Internet. C'est toujours très drôle. Maintenant, vous allez comprendre toutes les blagues sur l'habitus. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. Et demain, soyez bien en forme à 9 h. Et merci à nos professeurs, à nos directeurs d'être venus, à Madame Carole, Madame Émilie, Monsieur Abellon, Monsieur Feizi, d'être venus nous honorer de leur présence pendant cet exposé. Bon, alors, je vous laisse clore la séance, chère présidente. Merci de votre écoute, les délégués. Merci pour participer, Monsieur Abellon et les autres professeurs de notre lycée. Très bien. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.